D'abord, je vous remercie du fond du cœur pour la chaleur de votre accueil. Et je voudrais vous dire que le nombre qu'on est aujourd'hui ici à Angers, dans cette salle, on a rajouté des chaises ici et là pour faire en sorte que tout le monde puisse rentrer. Le monde qu'on est dans cette salle ce soir, je voudrais vous dire qu'il est un signal. Et comme il y a des gens ce soir qui nous écoutent d'un peu partout en France, je voudrais que le signal qu'on a envoyé par notre présence nombreuse ce soir, je voudrais que ce signal il soit envoyé partout en France. Et ce signal, c'est le signal suivant. Non, rien, ni les insultes, ni les procès médiatiques, ni les intimidations, ni les agressions, rien ne nous fera baisser la tête, rien ne nous empêchera de continuer à défendre les positions qui sont les nôtres. Rien ne nous empêchera de continuer à porter la parole de la paix. Rien ne nous empêchera de continuer à défendre l'unité du peuple. Voilà le message par notre présence massive ce soir ici à Angers qu'on envoie aux 4 coins du pays. Et je voulais que ça soit dit immédiatement et en introduction. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, c'est vrai, plusieurs mois, c'est vrai, mais encore plus depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs jours, nous faisons l'objet de caricatures inacceptables. Nous faisons l'objet de procès médiatiques honteux. Nous faisons l'objet de manipulations insupportables. Et ces derniers jours, quand on nous dit que nous, les partisans de l'unité du peuple, les partisans de l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, que nous, qui nous sommes toujours battus pour l'unité du peuple, que nous aurions une quelque complaisance ou ambiguïté que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est infamant, c'est insupportable. C'est insupportable. Et je veux dire ici que ceux qui se pensent clairement s'énoncent clairement. Non, on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Non, on ne marche pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Non, on ne lutte pas pour l'unité du peuple en substituant un racisme à un autre. Non, on ne lutte pas efficacement contre l'antisémitisme en rendant responsables les musulmans de ce pays. Non, non, quand on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient. Et on ne lutte pas contre l'antisémitisme en lui substituant une autre forme de racisme. Voilà ce que nous devons dire clairement, mes camarades. Et puisque ceux qui se pensent clairement s'énoncent clairement, je veux ajouter aussi que non, on ne lutte pas contre la paix civile derrière les partisans de la guerre. On ne marche pas pour la paix derrière une présidente de l'Assemblée nationale qui s'est rendue en Israël alors que les bombes tombaient sur les civils palestiniens pour dire que rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Non. Non, on ne lutte pas pour la République, pour les principes de la République, derrière un président du Sénat, M. Gérard Larcher, la semaine même où le Sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'État, la semaine même où le Sénat a voté la suppression des APL et des allocations familiales pour des personnes qui ne seraient pas sur le territoire français depuis plus de 5 ans. Parce que quand on reprend dans nos textes de loi les principes qui ont été traditionnellement
les principes de l'extrême droite, c'est-à-dire les principes de la préférence nationale. On met à mal les valeurs de la République. Et donc, on ne défile pas pour la République derrière un président du Sénat qui accepte d'introduire dans le texte de loi immigration des reniements comme ceux-ci. Voilà ce qu'il faut dire pour que les choses soient claires. Et je veux dire ici que jamais nous, les insoumis, nous accepterons de recevoir des leçons d'antisémitisme de la part d'un ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui disait dans un livre il y a quelques années qu'il fallait rendre hommage à Napoléon pour la politique qu'il avait faite à l'égard des Juifs de France, et qu'on n'acceptera pas de recevoir des leçons d'antisémitisme de la part d'un président de la République qui rendait hommage il y a quelques mois de ça à Maurras, qui avait théorisé que le problème de la France, c'était les Juifs de France. Voilà ce qu'il faut dire de manière claire, de manière franche. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme. Notre camp, je l'ai dit, c'est celui de l'égalité. C'est celui de l'unité du peuple quand il se met en mouvement autour des causes communes. Notre camp, c'est celui des syndicats ouvriers, des associations, des militants de l'antiracisme, de toutes celles et ceux qui n'ont pas marché dimanche, mais qui ont au cœur la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. Voilà ce que je voulais dire, puisque depuis plusieurs jours, on vient sur cette question de l'antisémitisme chercher des noises à la France insoumise. Et ça, c'est le dernier de la liste des procès, des caricatures, des manipulations auxquelles nous sommes confrontés désormais de manière quotidienne. Celle d'avant, c'était que parce que nous avons le tort de dire que oui, pour nous, les victimes palestiniennes ont autant de valeur que les victimes israéliennes. Parce que nous avons le tort de dire que la barbarie des actes qui ont été commis le 7 octobre dernier s'inscrivent dans un contexte d'un conflit qui dure depuis maintenant 75 ans. Parce que nous avons le tort de dire que pour nous, il ne peut pas être question d'accepter qu'un massacre 10 fois plus puissant succède à un massacre. Parce que nous avons le tort d'appeler à la paix et au cessez-le-feu. On dit de nous que nous serions des complices ou des soutiens du Hamas. Et ce procès-là aussi est infamant. Ce procès-là aussi est inacceptable. Parce qu'aucune de nos positions n'a jamais montré quelque ambiguïté que ce soit dans le fait que l'idéologie, les méthodes d'action, le projet politique du Hamas n'ont jamais été les nôtres. Mais dans ces moments où la raison semble petit à petit s'évader, il faut avoir la capacité de se hisser un peu au-dessus de ça et de prendre du recul sur les événements. Vous savez, les va-t-en-guerre d'hier disaient de Jean Jaurès qu'il était un soutien des Allemands parce qu'il appelait à la paix. Et les va-t-en-guerre d'aujourd'hui disent des insoumis qu'ils sont des soutiens du Hamas parce qu'ils appellent à la paix. Voilà la réalité. Toujours les partisans de la paix ont été pointés du doigt. Toujours les partisans de la paix ont été menacés. Toujours les partisans de la paix ont été intimidés. Et moi, je dois vous dire à quel point je suis fier de faire partie d'un mouvement politique, la France Insoumise, qui, depuis le début, a tenu sur cette question une position claire, une position ferme. Nous voulons la paix. Nous voulons que les bombes s'arrêtent. Nous voulons que les enfants ne meurent pas sous les bombardements. Nous voulons que le bombardement des hôpitaux, des écoles, des établissements religieux s'arrête.
Nous voulons la paix, nous voulons la négociation pour faire en sorte d'apporter une réponse enfin durable à un conflit qui a duré depuis trop longtemps. Et cette solution, c'est celle qui est reconnue par le droit international, c'est-à-dire la solution à deux États, telle qu'il est inscrite dans les résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour la paix et deux États dans le cadre des frontières d'avant 1967. Voilà la position de la France insoumise. Elle est claire, elle est sans ambiguïté. Point, point final. Et nous continuerons à nous battre sur ce sujet. Et j'entends parfois que cette position serait une position isolée, que cette position serait une position extravagante. Alors oui, certes, quand on est enfermé dans le petit monde médiatique français, quand on est enfermé dans le petit monde politique français, peut-être, effectivement, que la position que nous défendons peut apparaître isolée. Mais cette position, c'est celle du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Cette position, c'est celle d'une grande majorité des États dans le monde. Cette position, c'est celle des ONG, y compris les ONG israéliennes. C'est celle des associations des anciens soldats, y compris des associations des anciens soldats israéliens. C'est celle des autorités religieuses, quelque religion que ce soit. C'est celle qui est la position traditionnelle de la diplomatie française. Et s'il y a bien quelque chose de dramatique dans ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines, bien sûr, et d'abord, c'est l'empilement des victimes civiles, bien sûr, d'abord. Mais c'est aussi à quel point la parole de la France qui, parce qu'elle s'était exprimée ces dernières années, par des positions courageuses, parce qu'elle avait su dire non. Je pense, par exemple, au moment de la guerre en Irak, les positions courageuses qui avaient été exprimées par la France et par le ministre des Affaires étrangères à l'époque, M. de Villepin. Je remarque que personne à l'époque a dit de M. de Villepin qu'il était un soutien ou un complice d'Al-Qaïda parce qu'il voulait la paix. Mais la position qui était la position traditionnelle de la France, a été abîmée par les prises de position successives et incohérentes l'une par rapport à l'autre du président de la République française. Et en faisant ça, non seulement Emmanuel Macron abaisse la parole de la France, mais il nous isole. Il nous isole sur la scène internationale. Au moment même où des basculements géopolitiques majeurs sont à l'œuvre, au moment même où ce que certains appellent l'Occident, dans leur vision du choc des civilisations, est plus isolé et plus faible que jamais. Le président de la République s'est déplacé en Israël. Et regardez, parce que dans le flot des événements, on peut perdre de vue quelles ont été les positions qu'il a prises. Le 9 octobre, c'est-à-dire 2 jours après le 7 octobre, Emmanuel Macron signe une lettre avec d'autres chefs d'État. Nos pays soutiennent Israël dans ses efforts pour se défendre et défendre son peuple contre ces atrocités. Le 12 octobre, c'est 3 jours plus tard, Emmanuel Macron, ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux attaques terroristes. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le Hamas. Le 24 octobre, Emmanuel Macron se déplace en Israël. Le matin, c'était en Israël. Il était avec M. Netanyahou, il l'appelle Cher Bibi. Moi, je ne blague pas avec des criminels de guerre, mais lui, il l'appelle Cher Bibi. C'est son ami, il lui tape dans le dos. Cher Bibi, rappelez devant tous le droit légitime d'Israël
de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. 24 octobre toujours, mais cette fois il a franchi les checkpoints. Il est de l'autre côté. Il est à Ramallah. Il dit « Je vois, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Pour la France, rien ne saurait les justifier. » Donc le matin, Israël a un droit légitime à se défendre et cette cause est juste, point final. Et l'après-midi, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Pour la France, rien ne saurait les justifier. Le 11 novembre, c'était vendredi dernier, Emmanuel Macron est interviewé par la BBC et dit « Tous les jours, des civils sont bombardés. Il y a des bébés et des vieillards qui sont bombardés et qui meurent. Il n'y a aucune justification à ça, aucune légitimité. Nous demandons à Israël d'arrêter. J'appelle à un cessez-le-feu. » Ça, c'était vendredi dernier. Ensuite, il y a un communiqué du CRIF le samedi soir qui dit que c'est inacceptable. Il est au téléphone avec le président d'Israël le dimanche. Donc le dimanche soir, le 12 novembre, le président de la République a réitéré le droit d'Israël à se défendre et répété la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. La menace des groupes terroristes à Gaza devrait être éliminée. Voilà la parole qui a été celle de la France depuis un mois. Voilà les incohérences, voilà les variations permanentes. Voilà à quel point le président de la République a abaissé la parole de la France. La France, elle est entendue quand elle porte une voix claire, quand elle porte une voix cohérente. Et le président de la République devrait s'appliquer à lui-même une maxime extrêmement blessante qu'il a infligée un jour aux Françaises et aux Français. En matière de droit international, M. Macron, il y a ceux qui ont une position claire et il y a ceux qui ne sont rien. Par sa position, le président de la République a fait de la voix de la France rien du tout. Et c'est inacceptable. Vous avez peut-être vu que même les diplomates, il y a eu un courrier cette semaine de diplomates qui disent on ne reconnaît plus la parole de la France. Et par les positions que vous êtes en train de prendre, vous allez nous mettre à distance d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre de peuples pour lesquels la voix de la France, elle était attendue parce qu'elle portait et qu'elle pouvait jouer sur les événements. Mais ce n'est pas la première fois que le président de la République ne nous écoute pas. Vous savez, au mois d'août, il nous a convoqués. Vous vous en rappelez peut-être, c'était les rencontres de Saint-Denis. On était invités pour venir échanger, nous les responsables des formations politiques du pays, représentés au Parlement. On était invités pour venir échanger avec lui. Premier point, la situation internationale. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion ? Le président de la République nous a présenté l'évolution de la situation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Puis il y a eu un tour de table. Et dans cette tour de table, j'ai pris la parole pour la France insoumise. Et je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, merci de nous avoir présenté la situation telle qu'elle est dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais nous avons aussi un motif d'inquiétude. C'est sur ce qui se passe au Proche-Orient, parce que vous n'en parlez pas, et parce que l'année qui vient de s'écouler, c'est l'année la plus meurtrière depuis la deuxième intifada, dans les années 2000. Parce que l'ONU alerte. Elle l'a fait au mois de juin en disant qu'elle craignait un embrasement et une spirale de la violence qui se déclenche. Nous lui avons dit à l'époque, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Il ne nous a pas répondu. Il ne nous a pas répondu, il ne nous a pas écoutés, il ne nous a pas entendus. Il ne nous a pas entendus sur ce sujet, sur cette question, sur la question internationale. Il ne nous a bien sûr pas entendus non plus sur les autres questions. La vie chère, dont a parlé Ségolène tout à l'heure. La pauvreté qui augmente encore cette semaine. Peut-être avez-vous vu la dernière étude de l'INSEE sur le sujet.
Le chômage qui repart à la hausse, même malgré les bidouillages et les radiations. La situation climatique, la situation écologique de plus en plus désastreuse. Manon Aubry en a parlé. Il nous a dit la dernière fois, on va faire une conférence sur les bas salaires. Est-ce que vous êtes au courant qu'elle a eu lieu, cette conférence? Elle a eu lieu, cette conférence. Il en est ressorti quoi? Bien évidemment, rien du tout. Et je vous dis ça pour vous dire que demain, le président de la République voulait qu'on retourne participer à une nouvelle édition des rencontres de Saint-Denis. À nouveau, il voulait faire une belle opération de communication médiatique pour dire qu'il est capable de parler pendant très longtemps avec tout le monde, que tout le monde a laissé son téléphone au vestiaire, et puis qu'à la fin, il va faire semblant d'avoir entendu un ou deux trucs, et puis à la fin, il ne fera rien du tout. Et là, il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller aux rencontres de Saint-Denis. Honnêtement, là, c'est plus les rencontres de Saint-Denis, c'est les râteaux de Saint-Denis. Donc, nous, on a dit qu'on n'y allait pas. Faure, il a dit qu'il n'y allait pas. Même Ciotti, alors que la réunion elle a été faite pour lui, il a dit qu'il n'y allait pas. Donc Macron va se réunir demain, vous allez voir, avec quelques-uns de ses derniers amis. C'est intéressant parce que la rencontre a lieu à Saint-Denis. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est à Saint-Denis que sont enterrés les rois de France. Et moi, je trouve que Saint-Denis, c'est un beau lieu pour une fin de règne. Voilà. Pourquoi je parle de fin de règne? Parce qu'on sent bien que le système, il est à bout de souffle. On sent bien que Macron lui-même, il est isolé dans son propre camp. Je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai donné ses positions à lui. Et déjà, c'était compliqué de suivre. Mais si j'avais rajouté les positions de la présidente de l'Assemblée nationale, les positions de la ministre des Affaires étrangères, la position des députés macronistes, alors là, franchement, je vous aurais perdu. On sent bien qu'il y a quelque chose, il ne contrôle plus. On sent bien qu'on est dans un système démocratique qui est à bout de souffle, où nous, à l'Assemblée nationale, on est brutalisé de 49-3, 49-3, 49-3. On en a encore eu une motion de censure et un 49-3 cette semaine. On sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On sent bien que dans le pays, il y a des services publics qui sont à bout de souffle, que le système de santé s'effondre, qu'on a la moitié des établissements scolaires dans lesquels il manque des enseignants à la rentrée, que les gens sont maltraités socialement comme jamais, qu'il y a la queue dans les files alimentaires, que les gens n'arrivent plus à se loger, qui renoncent aux soins, qui renoncent aux loisirs, qui renoncent à la culture. Tout le monde le sent. Tout le monde le sent. Et le président de la République continue avec ses opérations de communication médiatique, ses gadgets de contournement du débat parlementaire, ses vieilles méthodes. Vous l'avez vu. Même dans la marche dimanche, il y avait quelque chose du vieux monde, de cette première ligne, de soi-disant arc républicain, c'est l'arc des dégoûtants, de tous ceux qui ont été chassés ces 20 dernières années par les Françaises et les Français, de tous les battus, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de la République, nous ont mis dans cette galère et dans cette difficulté et qui viennent nous donner des leçons et nous dire maintenant, venez tous manifester derrière nous. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. On sent qu'on a besoin de tourner la page, de balayer tout ça. Alors oui, bien sûr, il y a dans la situation politique des ferments de danger, de division. C'est vrai, personne n'est naïf ici dans cette salle, tout le monde le ressent. Tout le monde ressent qu'on est dans un moment de grand bouleversement et que dans ce moment de grand bouleversement, il peut en sortir le mieux comme le pire. Et notre travail, notre détermination, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce soit le mieux qui sorte de cette situation,
que ce soit la mobilisation populaire des Françaises et des Français pour le collectif, l'émancipation, le partage de la richesse, et pas le poison identitaire que nos adversaires essayent de répandre dans les esprits. Voilà notre travail. Nous ne sommes pas des observatrices ou des observateurs de la vie politique. Nous en sommes des citoyens, des actrices, des acteurs. Nous voulons peser sur le cours des choses. Peser sur le cours des choses, c'est organiser à chaque fois que possible, nous battre en permanence pour essayer de mobiliser le peuple autour des causes communes, faire en sorte qu'il se mette en mouvement, faire en sorte que ce qui l'emporte, c'est ce que nous avons en commun, nos inquiétudes, nos colères, nos espérances, et pas ce qui nous sépare ou ce qui nous divise, notre couleur de peau, notre religion. Voilà notre travail. Et donc nous devons utiliser chacun des moments à notre disposition pour faire avancer cette unité du peuple. Cette année même, on a eu le magnifique, le grandiose, des millions de personnes dans la rue contre la réforme de la retraite, des millions de personnes dans la rue qui disent leur attachement au système de la retraite par répartition, à la solidarité entre les générations. Et on a aussi, on le sent, ces ferments de la division que nos adversaires essayent d'injecter dans le pays. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Rentrer à la maison? Baisser la tête parce qu'ils essayent de nous faire taire? S'apitoyer sur notre sort? Se dire, ah, la NUPES, elle est en difficulté. C'est vrai, elle est en difficulté. Il faut se parler franchement, ça ne sert à rien de faire semblant. Oui, c'est vrai, on a un problème. Quand les écologistes s'entêtent à faire leur propre liste aux élections européennes, on a un problème. Quand les socialistes sont enfermés dans leur division, qu'on voit bien que pour certains, c'est la tentation du retour de la gauche d'avant. Quand Fabien Roussel annonce pour la 4e fois qu'il a quitté la NUPES sans l'avoir jamais rejoint une seule fois. On le sent qu'il y a un problème. On le sent. Et je ne suis pas là pour polémiquer. Mais il faut dire les choses. Parce que c'est quand on formule les choses, c'est quand on dit les choses qu'on trouve ensuite des solutions pour continuer à avancer. On est face à une situation de blocage. Et donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que, parce que certains veulent se mettre à distance de cette construction commune, est-ce que parce que certains veulent renier le programme sur lequel nous avons fait campagne l'année dernière et sur lequel nous avons été élus, est-ce que pour ça, on devrait renoncer à une perspective de rassemblement, d'unité autour du programme de la NUPES? Non! On va continuer à rassembler, on va faire en sorte que toutes celles et ceux qui veulent continuer à se battre pour défendre le programme de la NUPES, on puisse le faire tous ensemble. On va continuer à travailler au développement de cette union populaire et on ne sera pas seul à le faire. Voilà ce qu'on va faire tous ensemble. Et il faut le dire, on ne sera pas le seul à le faire. Je veux saluer ici le travail qui a été fait par les jeunes de la NUPES, qui ont fait un travail formidable pour essayer d'aboutir à un programme commun sur les élections européennes, qui nous ont présenté un document, qui ont montré qu'on était en capacité de se mettre d'accord sur le programme, y compris sur les questions européennes où on nous disait « vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord », etc. Je veux saluer ici aussi ces militants, syndicalistes, militants associatifs, intellectuels, personnalités du monde de l'art et de la culture, toutes celles et tous ceux qui veulent continuer à faire vivre cette démarche de l'Union populaire. Je leur dis, venez, on va le faire. Et si certains, pour l'instant, essayent de faire autre chose, peut-être qu'ils se rangeront à la raison. Je veux saluer aussi, parce que y compris dans la NUPES, et parmi les formations politiques qui l'ont constituée, il y en a d'autres que nous qui continuent à se battre, qui continuent à défendre cette perspective de rassemblement. Je sais que dans cette salle, il y a Arash Saïdi qui est le coordinateur national de Génération, et je voudrais le saluer et le remercier, parce que je sais que Génération aussi se bat pour continuer à faire vivre la NUPES. Voilà ce qu'on va faire. Et ça, on va le faire dans la rue. Ça commence samedi, dimanche,
des manifestations partout en France pour le cessez-le-feu, pour la paix. On va se mobiliser massivement. On va faire en sorte d'être encore plus nombreux que la dernière fois. On va faire en sorte d'essayer d'imiter les autres pays européens dans lesquels il y a eu des centaines de milliers de manifestants samedi dernier pour la paix et pour le cessez-le-feu. On va continuer à se battre contre la vie chère dans nos campagnes, partout, avec nos caravanes populaires, avec nos actions, avec notre niche parlementaire dont a parlé Ségolène tout à l'heure, pour montrer que l'inflation, l'augmentation des prix sur les produits alimentaires, l'augmentation des prix sur le carburant, ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques, c'est la conséquence de la cupidité de certains acteurs économiques qui, pendant qu'une grande majorité de la population galère pour finir les fins de mois, s'en mettent discrètement plein les poches. On va déposer, Ségolène en a parlé, une proposition de loi pour encadrer les marges de l'agroalimentaire. Retenez juste un chiffre. Depuis 2 ans, les prix alimentaires, ils ont augmenté de 21%. Les marges des industries agroalimentaires, elles ont augmenté de 70%. Voilà la réalité. Non, l'inflation, ce n'est pas une cause naturelle. Non, on ne peut pas rien faire contre l'inflation. Bien sûr qu'on peut agir sur le sujet. Et c'est la démonstration qu'on va faire à l'occasion de notre niche parlementaire. Il y aura d'autres textes. Indexation des salaires sur l'inflation. Un moratoire sur les projets de bassines. La réouverture des lieux d'accueil physique pour les services publics qui sont confrontés de plus en plus à de la dématérialisation, avec des gens pour qui c'est compliqué, qui n'arrivent plus à avoir accès à ces services publics. La remise en cause de la loi Cazeneuve, et notamment de la modification qui a conduit en particulier cette année à la mort de ce jeune homme, Naël, qui a donné lieu partout en France à des révoltes. Et quand on est des responsables politiques, on ne vient pas comme Madame Borne, 3 mois après, présenter tout un paquet de propositions soi-disant pour répondre à ce qui s'est passé au mois de juin et au mois de juillet, en occultant juste un sujet, un seul sujet, ce qui a été le fait générateur, les rapports dégradés entre la police et une partie de la population. Le seul sujet que Madame Borne ne veut pas évoquer, le sujet tabou, celui dont on n'a pas le droit de parler. Alors que oui, c'est un sujet. Parce qu'on ne vivra pas bien dans ce pays s'il y a une partie de la population qui a peur de la police, qui ne sort pas ou qui dit à ses enfants de ne pas sortir, parce que, ou de bien se comporter et de faire attention, de se faire tout discret. On ne vivra pas dans une société qui est une société apaisée si on n'a pas un rapport qui soit un rapport moins dégradé. Et sur ce sujet aussi, je parlais des rencontres de Saint-Denis tout à l'heure. Nous avons dit au président de la République, ce n'est pas être anti-policier de dire qu'il y a un problème sur ce sujet et qu'il faut l'attaquer. Que quand la défenseur des droits dit qu'une personne de couleur noire ou arabe, c'est les termes qu'ils utilisent, a 20 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne blanche, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut apporter une réponse à ce problème. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Mais tout ça pour dire que l'unité populaire dont on a parlé, elle doit se matérialiser dans la rue, dans les prochains rendez-vous. Elle se matérialisera, je l'espère, en soutien aux initiatives que nous prendrons à l'occasion de notre niche parlementaire. Et puis, parce que quand on est un mouvement démocratique qui se bat dans les élections, qui présente des candidatures aux élections, l'unité populaire, elle doit se manifester aussi pour les prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les élections européennes qui auront lieu au mois de juin. Certes, on n'est pas encore au moment de la campagne. Certes, mais là aussi, il faut se dire les choses franchement. Là aussi, il ne faut pas tourner autour du pot. Tout le monde sait ici que les élections européennes, c'est des élections difficiles. Parce qu'aux élections européennes, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, qui se disent que ça ne sert à rien, qui pensent que de toute façon, ça ne va rien changer. Donc là aussi, ça va être une bataille, pied à pied, électeur après électeur.
Et toutes celles et tous ceux qui viennent nous voir en ce moment, vous en connaissez, j'en suis sûr. Et qui nous disent, moi j'en connais en tout cas, merci d'être là, merci de tenir bon, merci de nous défendre. Heureusement que vous êtes là, sinon il n'y aurait plus personne pour porter notre parole. Tous ces gens-là, il faut leur dire qu'on sait pourquoi on le fait, qu'on sait pourquoi on a été élus, pour porter la parole des invisibles, pour porter la parole de ceux qu'on n'entend jamais, pour porter la parole de ceux qui sont méprisés, pour porter la parole de ceux qui ne passent pas à la télé, pour porter la parole de ceux qui ne sont pas députés, pour porter la parole de toute cette catégorie de la population qui en permanence était laissée de côté. Eh bien, on sait pourquoi on le fait, mais il faudra leur dire que nous, on est là pour les défendre, que nous, on est là pour porter leurs souffrances et leurs espérances, et qu'on a besoin d'eux quand arrive aussi le moment du vote et le moment des élections. Ça va être un travail de longue haleine, ça ne va pas être facile, tout le monde le sait. Mais, vous savez, notre tâche, elle est difficile. Des fois, dans le groupe parlementaire, quand ça secoue un peu, parfois ça secoue, on se dit, ah, ça en prend plein la gueule, c'est vrai. Et puis, on dit, en même temps, ce qu'on propose, c'est de rompre avec le capitalisme dans la 7e puissance économique du monde. Vous croyez que ça va se faire avec des fleurs? Vous croyez que ça va se faire avec des félicitations médiatiques? Vous croyez que ça va se faire avec des gens qui vont vous dire « Oui, oui, venez, prenez le pouvoir, allez-y, il n'y a pas de problème ». Et vous croyez que quand on va arriver au pouvoir, ils vont nous dire « Bravo, super, vous avez gagné, allez-y, déroulez votre programme ». Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, vaut mieux profiter des moments où ça secoue pour se durcir, pour se solidifier, pour se fortifier, pour savoir sur qui on peut compter, pour savoir ceux qui sont toujours là, pour savoir ceux qui ne lâchent pas l'affaire, pour savoir ceux qui ne se laissent pas intimider. Voilà pourquoi, dans ces moments-là, il faut prendre le positif. Et voilà pourquoi, aux élections européennes, il va falloir se battre pied à pied, barre d'immeuble après barre d'immeuble, appartement après appartement, rue après rue, maison après maison, parce que nous, on peut compter que sur nous-mêmes, on peut compter que sur nos forces, que sur nos énergies, pour faire en sorte de gagner et de faire le score le plus important possible. Alors oui, on va se mettre en mouvement cette année, dans la rue, à l'Assemblée nationale, au moment des élections européennes, pour faire en sorte que cette union populaire qu'on aspire de nos vœux, elle progresse, elle grandisse, que dans cette situation de fin de règne, au moment où l'extrême droite menace, qu'il y ait une alternative qui émerge, qui avance pas à pas, qui suit son chemin. Et cette alternative, c'est l'union populaire. C'est celle qu'on constitue ensemble et c'est celle qu'on va continuer à faire grandir. Alors, c'est difficile dans un meeting où on parle de paix, de ne pas citer Jean Jaurès. Et cette citation n'est pas très originale, elle a déjà été utilisée à de nombreuses reprises, mais je pense que dans le moment dans lequel on est, elle résonnera particulièrement à vos oreilles. Jean Jaurès disait « L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. » Le courage aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la nuée de la guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve
une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Je pense que tout le monde aura compris dans cette citation tous les messages qu'elle contient. Alors mes amis, faisons preuve de courage. Ne baissons jamais la tête, ne baissons jamais les yeux. Continuons à nous battre pour nos principes et que vive l'Union populaire.